Nous allons vous raconter avec David ce qu'il s'est passé ici le 1er mars dernier. Cette partie de la ville, nous sommes au sud de Kharkiv, a été frappée par des missiles russes. D'abord, ce que fait un missile lorsqu'il touche le sol. On va vous montrer ce premier cratère de l'un des missiles qui a frappé ce quartier de Kharkiv. Voici le cratère. En fait, ici, c'est une usine qui était visée. David Verrac va vous la montrer. C'est une usine qui se trouve juste devant moi désormais et qui fabrique des engins de levage. Les Russes... Oh là là, ça tire là, vous l'entendez peut-être. On va essayer de voir d'où ça vient pour éventuellement se protéger. Cette usine, donc, elle était visée par les Russes et vous le voyez, elle a été en partie détruite. Le seul problème, c'est qu'évidemment, ils ont tiré 4 missiles et que ces 4 missiles, eh bien, ils ont détruit aussi une grande partie de cet immeuble qui se trouve derrière nous. Nous avons pu parler à certains des habitants de cet immeuble qui habitent toujours dans le quartier, comme Vassili, qui lui habitait au 5e étage. Ici, 72 ans, Vassili. Il a été littéralement soufflé lorsque le missile est arrivé. Vassili, soufflé par la force, donc, de ce missile. Il dit: j'ai pensé avoir perdu le bas de mon corps. Je me suis rendu compte que j'étais encore entier quand les secours sont arrivés. Je voudrais aussi vous montrer très rapidement autre chose. D'abord, ces petites voitures. Ici, c'était un jardin pour les enfants, ici, lorsque les missiles ont frappé. Et puis un tout petit peu plus loin, ce bâtiment blanc que vous voyez, eh bien, c'est un hôpital. Toutes ces vitres ont été soufflées par l'explosion. L'hôpital est encore entier, la structure a tenu, mais c'est une preuve de plus que lorsque les missiles russes frappent des sites dont eux pensent qu'ils sont des sites militaires, eh bien, ce sont souvent et essentiellement des cibles civiles qui paient les pots cassés, qui sont les victimes collatérales de ces bombardements. Laissez-moi 3 minutes, Marie. J'aimerais vous amener à l'intérieur de cet immeuble pour vous montrer ce qu'il s'est passé vu de l'intérieur. Oui, Thomas Misraki avec David Verrac, on a entendu des tirs. Faites attention à vous évidemment et on vous retrouve dans un instant en direct de Kharkiv pour comprendre ce qui se joue ce matin en plateau avec nous. Le général Jean-Paul Perruche, bonjour, général de corps d'armée, ancien directeur général de l'état-major militaire de l'Union européenne. Raphaël Pitti, bonjour, médecin humanitaire, spécialiste en médecine de guerre. Nadia Mihal, soyez la bienvenue, bonjour, présidente de l'association des femmes ukrainiennes en France et directrice de l'école ukrainienne Saint-Vladimir. Vous vous occupez d'accueillir des réfugiés ukrainiens en France. Et Frédéric Delpech, bonjour, du service politique de TF1 LCI. On voit ces images de villes dévastées. On ira aussi à Marioupol où c'est l'enfer, nous dit le maire adjoint de la ville. Est-ce que c'est la preuve que Vladimir Poutine ne reculera devant rien? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que d'autres villes ressemblent à Kharkiv et à Marioupol, général? Écoutez, ce qui est frappant, c'est d'une part de voir que la méthode est la même partout, c'est-à-dire bombardement contre les villes, terreur contre la population, pour que cette population se mette en mouvement, fasse pression sur les dirigeants ukrainiens, les défenseurs en fait, et puis sème un peu de confusion dans le pays, mais... Après avoir dit ça, on observe qu'il y a un traitement différent suivant les villes. En commençant par le plus horrible, Marioupol. Marioupol, c'était véritablement un enjeu stratégique, j'allais dire territorial, pour Vladimir Poutine. C'est l'obstacle pour faire la jonction entre la bande du Donbass et la partie sud, donc qui va vers Odessa, et puis la Crimée. Et là, on est allé jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire on a rasé Marioupol complètement. Kharkiv était considéré au début comme un objectif très important aussi pour les Russes. Il est situé à 25 km de la frontière et donc on voulait prendre Kharkiv rapidement. On n'y est pas parvenu, donc il y a eu un traitement aussi violent pour Kharkiv, mais un peu moins qu'à Marioupol. Puis dans d'autres pays, dans d'autres villes, on voit que c'est inférieur. Donc la même stratégie partout, mais un traitement différencié suivant l'emplacement des villes. Raphaël Pitti, la même stratégie partout. Est-ce que les images que l'on découvre en Ukraine vous rappellent ce qui s'est passé en Syrie? La méthode du rasage, de la dévastation permanente? Oui, absolument. Il faut bien voir que les Russes n'envisagent pas du tout d'avoir une véritable confrontation intra-urbaine. Ils savent très bien que c'est perdre beaucoup d'hommes que d'essayer de prendre quartier par quartier, rue par rue, etc. Donc ils ont une stratégie depuis Grozny qui consiste à encercler dans un premier temps leur objectif, deuxièmement de le bombarder, de terroriser la population, de la priver d'électricité, d'eau potable et d'alimentation. Et puis troisièmement, ils sont bien sûr assiégés et ils attendent tranquillement
dans cette position-là que les forces qui sont à l'intérieur cèdent et que la ville leur soit ouverte à ce moment-là. Ça, c'est leur stratégie. Et bien évidemment, comme ils ont une stratégie globale, et vous m'excusez mon général de dire, parce que j'ai vécu 10 ans en Syrie et que je suis médecin militaire de formation, et donc, bien évidemment, ils ont des objectifs stratégiques, c'est-à-dire à Kharkiv en particulier, c'était les stocks de pétrole qui les intéressent et les stocks d'armes. Donc ils ont un renseignement qui est parfait et donc ils vont avoir des objectifs très ciblés sur certaines villes parce qu'ils savent qu'il y a des stocks d'armes, il y a des stocks logistiques nécessaires à l'armée ukrainienne qu'ils vont détruire systématiquement. Et leurs objectifs, dès lors qu'ils ont des objectifs très précis, ils appliquent cette stratégie en 3 temps, encerclement, bombardement de la population et terreur à l'intérieur, et ils assiègent jusqu'à ce qu'ils finissent par céder. Ça, c'est ce qu'ils feront. Ils ne rentreront jamais dans une confrontation d'armée contre armée. Jamais. Ils feront ça. S'il y a quelque chose, en tous les cas, que je peux dire après avoir vécu la Syrie, d'accord, que les villes restent ouvertes. Il vaut mieux que l'armée ukrainienne reste à l'extérieur et en permanence attaque de l'extérieur pour les empêcher d'encercler, plutôt que de rentrer à l'intérieur pour vouloir sauvegarder les villes. Il faut au contraire ne pas faire ce qu'ont fait les Syriens, se laisser enfermer à l'intérieur des villes, parce qu'à ce moment-là, ils sont totalement vulnérables. Partons à Kharkiv, retrouver de nouveau Thomas Misraki avec David Verhaeghe. Thomas, vous êtes rentré à l'intérieur de cet immeuble qui a été pris pour cible par l'armée russe. Oui, parce que c'est véritablement de l'intérieur que l'on comprend la force des frappes et leur impact évidemment sur ces habitations. Je vous rappelle que ce bombardement ici a eu lieu le 1er mars dernier, que ça s'est déroulé à 13h environ. Et voici à quoi ressemble un appartement donc de l'intérieur. C'est David Verhaeghe qui montre tout ça. Évidemment, ces appartements, eh bien, ils ont été abandonnés pour la plupart, mais l'histoire que je voudrais vous raconter maintenant est assez singulière parce que c'est celle de Tania et Pacha. Ils habitent au 5e étage de cet immeuble et eux ont décidé de rester dans cet immeuble parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Ils ont la famille à Moscou, c'est le paradoxe, et qui leur a demandé de venir en Russie, mais eux ne veulent pas y aller. L'explication qu'ils nous ont donnée était assez curieuse. Ils nous disent, mais en Russie, il manque de tout, il n'y a même pas de sucre. Nous, au moins, ici, on peut manger. Ils dorment dans un abri, pas loin d'ici, un abri qui est d'ailleurs sous l'hôpital que je vous ai montré tout à l'heure. Leur fils, lui, habite dans un abri dans le métro et refuse de sortir depuis le bombardement qui a eu lieu ici le 1er mars. Et donc, ces gens-là ont vu leur vie chamboulée. Pour Tania et Pacha, ils viennent ici tous les jours pour nettoyer leur appartement. Alors, il est au 5e étage, on n'a pas pu y monter là avec la caméra, on n'avait pas le temps, mais l'appartement est quasiment nettoyé de tout gravat. Ils tentent de le réparer. Certains des murs se sont effondrés. Heureusement, le mur porteur a tenu et c'est ce qui leur a sauvé la vie. Pacha était lui devant sa fenêtre lorsque l'attaque a eu lieu. Il a été sévèrement blessé. Quant à Tania, eh bien, elle s'est retrouvée tout simplement sous un mur. C'est son mari qui l'a aidé à se dégager. Ils sont fuis ensuite. Je voulais aussi vous raconter l'histoire d'Irina. Elle, c'est son fils et sa petite fille qui étaient dans son appartement au moment de l'attaque. Elle était allée faire des courses. Elle a vu, nous dit-elle, le missile passer. Elle s'est jetée derrière un muret pour se protéger. Puis elle a réalisé d'un coup que son fils et sa petite fille étaient dans l'appartement. Eux aussi ont été grièvement blessés, notamment son fils, mais ils s'en sont sortis indemnes. Ici, le 1er mars, 8 personnes ont été tuées par ces 4 missiles russes. Thomas, depuis que vous êtes en Ukraine et que l'on vous suit chaque jour à travers le pays, dans des villes stratégiques, c'est la première fois que vous voyez des images aussi impressionnantes de villes dévastées ? Oui, la ville ici, en tout cas le sud de la ville, en partie, évidemment, pas toute la ville, mais une partie du sud de la ville a vraiment, vraiment été très sévèrement touchée. J'en parlais avec notre rédactrice en chef adjointe avant de prendre l'antenne. Moi, je n'avais jamais vu de tels dégâts depuis qu'on est arrivé ici. Vous avez entendu tout à l'heure les détonations. Elles sont très fortes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça tire pas très loin d'ici. On est peut-être à quelques kilomètres des tirs actuels. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on est à une trentaine de kilomètres de la frontière russe, donc c'est une zone clé Kharkiv. C'est relativement calme depuis le 4 mars, derrière la dernière grande offensive militaire russe ici a eu lieu le 4 mars, mais depuis, et vous avez pu le constater tout à l'heure en direct, ça tire pratiquement tous les jours. Kharkiv qui est la deuxième ville du pays, vous l'avez dit, 1,4 million d'habitants à peu près, ça a été la capitale
capitale de l'Ukraine d'ailleurs pendant des années. Kharkiv était donc une ville stratégique pour les Russes. C'est une ville quasiment russe, Kharkiv, dans son architecture, dans ses coutumes, dans sa langue. Ici, on est pratiquement en Russie et pourtant, eh bien, les Russes la bombardent, cette ville, pratiquement tous les jours pour asseoir leur domination sur le nord-est de l'Ukraine, parce que s'ils prennent Kharkiv, ils vont pouvoir redescendre au sud et fermer cette tenaille du côté est de la Dniepr, qui est la rivière qui divise l'Ukraine en deux. Et évidemment, après, ce serait beaucoup plus compliqué pour Kiev et pour le reste du pays de se défendre. Voilà pourquoi l'enjeu ici est important. Encore une fois, Kharkiv, donc, qui reste bombardé par les Russes, et vous le voyez par les Russes, et vous le voyez donc les résultats de ces bombardements, eh bien, nous les avons sous les yeux. Ici même, c'est véritablement, Marie, très, très impressionnant. Merci beaucoup Thomas Misraki avec David Vérac. Faites attention à vous, vous qui nous faites vivre avec nos reporters sur le terrain ce conflit en temps réel et la réalité des